early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get there better warning, which makes me know where we the line what's left to be done. Bienvenue à tous, il est 8h, très heureuse de vous retrouver ce matin pour l'avant-dernier numéro de votre matinale Quinqueliba, la matinale qui vous réveille avec les infos qu'il faut tous les matins sur la RTS. Aujourd'hui, on est jeudi, il y a le coach Tandara sur le plateau, plus de conseils gym avec lui. Amadou est également là, sa chronique c'est high-tech, les habitués le savent probablement déjà. Nous avons le plaisir d'accueillir comme invité ce jeudi matin Monsieur Hamady Dieng, c'est le directeur général de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Et puis je ne le présente plus, Alioune Badara Kane, il m'accompagne tous les matins dans cet exercice de 90 minutes. Vous également, vous êtes au rendez-vous, merci. Vous allez tout simplement commenter ce magazine avec nous en nous envoyant de petits messages sur notre page Facebook ou sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour demander aux chroniqueurs du jour les sujets qui vont être abordés. Ça vous laissera une longueur d'avance pour les commenter. Amadou, bienvenue, bonjour, sujet de ce matin. Bonjour Sarah, bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons déjà parler du respirateur artificiel Made in Sénégal fait par les enseignants-chercheurs de l'EPT et de l'Université de Thiès. Ah oui? Et nous allons finir par le hashtag. Nous allons essayer de tout savoir sur cela. Qu'est-ce que le hashtag? Très bien. Bon, on va à Thiès. Alioune Badara Kane sera non seulement très à l'aise, mais en plus à la une de Sous New Lamp ce matin, il lui donne raison. Il va faire le magazine tout entier en étant tout sourire. Bon, c'est pas grave, c'est le boss. On peut lui faire plaisir de temps en temps. Coach Tandara, bienvenue. Sujet de ce matin également. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une musculation qui s'appelle le beer squat. Le beer squat, c'est vrai, qui est dérivé du squat classique qu'on a l'habitude de voir dans les salles avec les poids et les haltères. Mais cette fois, il y a une différence entre ces deux squats. Mais là, le beer squat, vous allez voir tout à l'heure, c'est vraiment intéressant, énergique. Très bien. Allez, commentez dès maintenant ces petits sujets. Si vous avez des questions pour nos chroniqueurs de ce matin, il faut nous les envoyer dès maintenant. Bienvenue également sur le plateau de Quinqueliba, Monsieur Hamady Dieng. Merci d'avoir accepté notre invitation du jour. Alioune, on va faire le point justement sur ces différents édifices qui sont en ce moment en construction et puis les projets à venir dans une situation assez particulière quand même. Assez particulière quand même, mais l'administration doit continuer à faire son travail et pour cela, il faut qu'elle soit quand même dans des locaux appropriés. Et je crois que c'est la principale mission assignée à notre invité, le directeur général donc, de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Alors pour une administration moderne, il faut des bâtiments véritablement aussi conséquents, modernes. Et c'est un travail qui n'est pas facile parce qu'il s'agit quand même d'arbitrer. Les besoins quand même sont nombreux, il y a beaucoup de priorités, mais parmi ces priorités, il faut prioriser les priorités, donc sur tout l'état du territoire. Alors c'est un travail qui n'est pas simple, donc on reviendra sur tout cela avec M. Dieng, et qui n'est pas un terrain, disons, inconnu, parce que précédemment, il était à la tête donc, de la direction des constructions du ministère de l'Intérieur. Donc ce n'est qu'un prolongement, disons une passerelle naturelle pour lui. Comment prioriser les priorités? Voilà une question à laquelle notre invité va devoir répondre ce matin. Le magazine, vous le savez, c'est également pour la sensibilisation. Quinqueliba veut apporter sa pierre à l'édifice, aider justement à stopper la propagation du Covid-19. Et tous les matins, la petite Khadija nous rappelle les gestes barrières. C'est avec ceci que nous démarrons. Regardez. Nous sommes également en direct sur notre page Facebook, vos commentaires également sur cette page. Et en direct, donc, rejoignez-nous après cette capsule de rappel. On va regarder maintenant le bulletin météo pour voir les prévisions de ce jeudi matin. Et puis juste après, on retrouvera le coach pour plus d'explications sur la gym du jour. Le rendez-vous d'infos, ce sera avec Philomène également. J'ai oublié de vous le préciser, mais elle sera bien là pour le flash. Et puis le journal, ce sera à partir de 9h. Voici la météo du jour. I gotta wake up early in the morning. Le bulletin météo ne vient pas, mais on peut tout simplement dire qu'il va faire chaud. Je ne peux plus poser la question à Amadou parce que, bon, maintenant, plus de mission dans les régions. Vous êtes bloqués, tout le monde est bloqué ici. Mais je pense que si on suit logiquement les prévisions de ces derniers jours, bon, il va faire chaud, c'est tout. C'est aussi simple que ça, non? Donc, plus la peine de faire la météo. Bon, très bien. On a la capsule, elle est prête maintenant, on va regarder. Mais je pense que ça devrait être ça, dans pratiquement toutes les régions.
À l'intérieur, il fait très chaud. Peut-être les températures seront un peu plus clémentes à Dakar. On vérifie tout ça tout de suite avec les professionnels de la NACIMA. Chers amis téléspectateurs qui suivent votre émission Kinkeliba, bonjour. Nous allons débuter cette page météorologique par cet avis, un avis de vent fort, un vent momentanément assez fort du secteur nord, pouvant atteindre ou dépasser les 40 km à l'heure. L'avis concernera la Grande Côte allant vers Dakar, Petite Côte et Casamance. L'avis prendra effet à partir de ce mercredi à 17h jusqu'au jeudi à 23h. Pour les temps forts de la journée de demain, on aura un ciel qui restera ensoleillé à passagèrement nuageux, un temps chaud à l'intérieur du pays. Voyons voir notre animation satellitaire. On verra bien que sur l'ensemble du territoire, on aura des nuages qui défileront un peu partout, notamment sur le sud du pays où on aura quelques nuages denses qui donneront des pluies fines. Point de vue température dans la journée de demain. Donc, on aura toujours cette légère hausse des températures sur le nord, le centre et le sud du pays. Cette température est due à l'effet de la dépression thermique qui nous ramène de la chaleur. Et on verra bien que Linguère et Kolda enregistreront les températures les plus élevées avec 42 degrés. À Dakar, il fera toujours clément avec 27 degrés. Un peu plus à l'est, nous verrons bien que comparé à la journée d'hier, que les températures ont connu une légère baisse. Notamment sur l'axe Matam et Bakel, qui enregistreront respectivement 37 degrés et 36 degrés. Il fera 40 degrés à Tambacounda, 39 à Kédougou. Chers amis téléspectateurs, en résumé, toujours cette chaleur qui sévira sur le nord, le centre et le sud du pays. Dakar aura une température qui restera clémente, et avec une légère baisse des températures à l'est du pays. Le temps frais sera ressenti sur l'axe Mbour, Louga et Saint-Louis avec des températures minimales de 19 degrés. Chers amis téléspectateurs, donc ainsi s'achève votre page météorologique. Nous vous donnons rendez-vous jusqu'à demain. Merci. C'était le bulletin météo de ce jeudi 16 avril 2020. Je crois que j'ai vu juste, peut-être que je n'ai pas vu le vent venir, il va y avoir beaucoup de vent. Par contre, j'ai dit qu'il allait faire chaud. À Canel, par exemple, chez vous, il va faire excessivement chaud, n'est-ce pas? 7 degrés, c'est déjà beaucoup. puissant. Hein? Oui, c'est beaucoup. En ce moment, je crois que le conseil qui vaille, comme le rappelle souvent coach Tandara, c'est boire beaucoup d'eau, n'est-ce pas coach? Oui, c'est la clé du succès, l'eau. L'eau, tout simplement. Les autres boissons, ce sont des... C'est de la galerie. C'est de la galerie, c'est ça. C'est l'eau qui est source de vie. D'ailleurs, cette eau, eh bien, si vous lavez régulièrement les mains avec et du savon aussi, cela peut également vous protéger contre le coronavirus. C'est les gestes barrières que je vous rappelle encore comme ça. Il est présent avec nous, pas sur le plateau, mais virtuellement. Bah oui, c'est une bonne chose tous les jeudis. Alioune Diop dans les studios de Radio Sénégal International. Coucou mon cher Alioune. Oui, je vais bien, je vais bien. Super, on se retrouve tout à l'heure pour la chronique archive et puis on découvrira à ce moment-là, juste avant peut-être le sujet que tu nous proposeras ce matin, on te laisse plonger dans la matinale sur Radio Sénégal International. Nous on va poursuivre sur le plateau avec le flash. Philomène nous rejoint dans un petit moment. La revue des titres du jour, je disais qu'à la une de Sounoulambe, eh bien, les techniciens votent pour Balaguer et donnent raison à Alioune Badara Kane. Hier la question c'était entre Bala, Modlo et Eumesen. Qui était le meilleur lutteur? Coach Tandara, entre les trois. Le meilleur lutteur, bon, moi je vais choisir Modulo. Merci coach. Ça, et c'est un technicien qui parle aussi. Amadou? Préférence pour Eumesen.
Voilà. Bon, Alioune, je ne te demande pas. Ouais, et vous, monsieur Dieng, vous choisiriez qui? Modulo, je pense que techniquement, c'est un capitaine. Yes. Philomène, tu étais avec Bienvenue. Bon, souffle un tout petit peu. Bonjour. Philomène était également avec Maud-Lo hier, non? Évidemment. Alioune, aujourd'hui, qui es battue. Bon, l'objectivité, c'était toi plutôt. La subjectivité, c'était toi. Il y a beaucoup d'amis. Donc je le comprends un peu, d'autant plus qu'aussi une partie de la rubrique gymnastique, il enregistre sur la plage des Parcelles Assainies. Mon cher ami aussi, il fut un moment, il habitait aux Parcelles Assainies. Il habite toujours aux Donc des jugements véritablement peu objectifs, excepté celui de notre invité. Ça, je le lui concède. Par contre, ceux-là qui ont la légitimité véritablement pour se prononcer, se sont prononcés. Les techniciens. Et ils ont donné leur avis. Bon, il y a Mamles. Et ça corrobore le mien. Oh, bon, très bien, d'accord. Balaguer. Bon, on verra tout ça dans la revue des titres tout à l'heure. Hein. Non, ça va venir dans la revue des titres. On garde ça pour tout à l'heure. Philo est là, on va passer au flash avec toi, ma chère Philo, juste après ceci. De l'actualité avec Philomène Constance Diagne-Boy. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information de la matinale Quinqueliba. Les volontaires du service civique national pour la sensibilisation contre le Covid-19 ont sillonné les communes de Keur-Massar, Yeumbeul, Rufisque et Diamniadio. En partenariat avec le SNEIPS du ministère de la Santé, ils ont effectué une campagne d'affichage dans toutes ces localités exposées à la transmission communautaire. Les commerces non essentiels de Yeumbeul fermés, c'est suite à l'annonce des mesures prises par le gouverneur de Dakar. Cette opération de déguerpissement a permis par la même occasion de désengorger la commune. Nous verrons comment la situation se présente. Point de presse du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, c'était hier dans l'après-midi. Le docteur Tedros se soucie de l'impact de la décision de Donald Trump de suspendre la contribution des États-Unis dans le budget de l'OMS, contribution qui s'élève à 22%. C'est tout pour ce flash, Sarah, et le développement, ce sera tout à l'heure. Bon, je garde deux petits sujets, on va revoir ça tout de suite avant que tu ne partes. J'ai vu à Yeumbeul comment les gens... Enfin, il y avait du monde un peu partout. En ce moment, c'est quand même assez surprenant, non, Alioune Badara? On dit qu'il faut éviter les rassemblements et parfois j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas vraiment l'importance ou en tout cas la portée des messages. Waouh. Ça, c'est une petite bombe, hein. Ouais. Il voudrait bien, mais quand même c'est un peu lié à la structuration de notre tissu socio-économique. Bon, vous l'avez vu sur les images, c'est surtout le secteur informel. Donc, et dans ce secteur-là, quand même, il y a une certaine proximité. Ce qui fait qu'il est extrêmement difficile de demander aux gens quand même de respecter une certaine distanciation sociale dans l'espace public. C'est extrêmement compliqué. Bon, j'essaie un peu de comprendre, d'analyser ce qui pourrait expliquer une telle promiscuité. Nous sommes en banlieue. C'est le haut lieu du secteur informel. Les gens, ils vont à la recherche de la dépense quotidienne le jour même. Donc, ce n'est pas facile. Et même s'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, quand même, les Sénégalais massivement ont adhéré parce que quand même, il y a eu beaucoup de sacrifices qu'ils ont consentis pour respecter le couvre-feu, l'état d'urgence. Bon, donc là, je suis un peu clément dans mon jugement. J'essaie de comprendre mes concitoyens là de la banlieue. Bon, Philomène. Voilà. Moi, je pense que c'est plutôt lié à la configuration des marchés surtout, parce que si tu vois l'autorité insister surtout à faire ces opérations de déguerpissement au niveau des marchés, c'est qu'il y a une situation vraiment exceptionnelle et la configuration en tant que telle des marchés pose vraiment problème. On ne respecte pas tellement les surfaces, les périmètres qui sont attribués aux ventes et la plupart du temps, on a tendance à carrément les étals sont déborder carrément, sortir un peu de l'espace qui a été attribué au marché. Et là, ça ne facilite pas du tout la tâche pour respecter ces mesures de distanciation sociale. Là, c'est Yeumbeul, mais Keur-Massar, je pense que c'est pareil également. Je crois que la situation est un peu pareille, un peu partout dans beaucoup de communes de la banlieue. Dans tout le Sénégal, c'est la même image pratiquement que vous récolterez. Comment on va faire alors, Amadou? Je pense que ce qu'on pourrait faire peut-être, c'est déjà essayer de fermer les marchés à certaines heures. Comme on l'a dit, les gens sont entassés carrément les uns sur les autres. Fermer les marchés, même si ce sera une solution très difficile pour beaucoup de Sénégalais. Mais voilà, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle.
Bon, je ne sais pas quel regard portez-vous justement sur cette situation en ce moment, Hamady Dia. Merci Sarah. Je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, c'est, comme ça a été dit, la conception qui est la base de la mise en position de nos marchés. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendrez compte que quelquefois, parce que aussi ça fait partie du domaine des constructions, quand vous changez, restructurez les marchés, il y a toujours des compatriotes qui se lèvent parce qu'ils ne veulent pas qu'on restructure ces marchés et qu'on mette de l'ordre. Parce que tant qu'on ne mettra pas de l'ordre, cette situation-là va perdurer. Et ensuite, l'autre élément, je pense qu'il y a des tentatives de réduire les conséquences de cette proximité qui nous est à la limite culturelle. Bon, maintenant, je pense qu'il y a toujours cet élément de communication, de sensibilisation, pour qu'au moins les gens prennent certaines dispositions, telles que le masque, telles que nettoyer les mains à l'entrée des marchés. Je pense que c'est cela. Et ensuite fermer les marchés dans des délais assez trucs pour ne pas voir durer ce regroupement-là. Je pense que pour le moment, nous sommes là. Maintenant, ce qu'on ne souhaite pas, on touche le bois, au confinement, c'est là où véritablement on va définitivement régler la question. Oui, il faut absolument qu'on fasse des efforts. J'ai vu des points de propreté UCG un peu partout. Je pense qu'il faudrait peut-être en mettre un peu plus au niveau de ces marchés-là. C'est une bonne suggestion, se nettoyer les mains, se laver les mains au niveau de ces marchés-là. Gagnerait plus à mettre à contribution les délégués de marché. Et je pense que ce serait bon quand même d'exiger, je dis, parce que si on demande tout le temps, ça ne passera pas. Il faut exiger aux commerçants, aux vendeurs de mettre les masques et les gants. Parce que je me dis, toi Sarah qui pars au marché sans masque ni gants et que tu viennes, on a l'habitude, nous les femmes, quand on fait les ménages, on touche, on remet, on touche, on remet. Tout ce qu'on touche, on le laisse. Alors celui qui est contaminé, il va toucher, l'autre va venir toucher pour apprécier le produit. Donc c'est pas facile choisir, franchement on touche, avec les marchés. Il faut vraiment une exigence des autorités au niveau de ces lieux de rassemblement. Très bien. Dernier commentaire, coach. C'est vrai, moi j'ai dit, c'est toujours difficile. Hein. C'est vrai que ce n'est pas une chose facile. Avec ces faubourgs, il faut véritablement bien les comprendre, puisqu'il y a une situation exceptionnelle. Il faut absolument prendre des mesures exceptionnelles. Alors, c'est pourquoi là, je comprends bien le rôle des préfets et des gouverneurs. Je crois que c'est une excellente chose. C'est vrai qu'avec les marchés, c'est encore beaucoup plus compliqué. Je crois qu'il va falloir maintenant pousser la réflexion, mais à un court terme, pour justement essayer d'endiguer ce mal-là. Sinon, ça va être de l'anarchie et que là, vraiment, tout le monde est exposé. C'est ça, tout à fait. Rien n'est facile dans cette situation de crise sanitaire. Merci, ma chère Philo. On te retrouve à 9h pour le journal complet. Restez avec nous, 8h18. Voici la revue des titres. On démarre avec la une du quotidien de service public. Le Soleil ce matin, grande interview avec le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, est à la une du Soleil ce matin. À cœur ouvert, il raconte tout et les détails sont à retrouver dans le quotidien de service public. À la une également, la situation épidémiologique et justement 314 cas positifs au Sénégal. Le virus atteint plusieurs quartiers de Dakar. Il faut absolument faire plus attention et observer scrupuleusement les gestes barrières. Dans les colonnes du Soleil également ce matin, un sujet qui va forcément vous intéresser. Cela concerne les écoles privées qui actuellement tirent le diable par la queue parce que payer les scolarités, eh bien, beaucoup de parents ne veulent plus s'en acquitter. C'est pas facile. Rien ne l'est d'ailleurs en ce moment. Critique avec à la une le chef de l'État droit dans ses bottes. Et en ce qui concerne la guerre contre le Covid-19, le président exige l'acheminement rapide à destination et à la distribution dans les meilleures conditions de l'aide alimentaire, des facilités en faveur des collectivités locales pour les secours aux populations vulnérables, le renforcement des dispositifs de prévention également. Et dans la distribution, justement, il va falloir également faire très attention pour éviter les rassemblements au niveau des points de distribution très rapidement à Lune Badara, sinon ça va être la catastrophe. Hein. Ça, mais déjà, moi je suis rassuré parce que la mission a été confiée plutôt à l'armée, aux forces de défense et de sécurité. Eux, ils ne badinent pas avec le règlement, avec les règles. Je crois que quand même cette distanciation-là sociale sera respectée lors de la distribution de ces vivres. Il le faut. Il faut qu'on donne l'exemple quand même. C'est important. Ouais. Allez, la une du quotidien. Oui.
Ouais. Ils sont identifiés, on peut déposer... On peut le aller don. carrément vers ces Voilà. ménages-là et C'est- déposer. c'est Comme ça, ça. on évite de Voilà. faire Voilà. venir du monde et, Voilà, c'est ça. C'est ça. et qu'ils se rassemblent en un seul point. Allez, très bien. La une du quotidien, les échos sur la décision du Conseil, les décisions du Conseil des ministres. Conseil des ministres tenu hier. Macky au secours des locataires et des débiteurs des banques. Toutes les mesures d'expulsion suspendues. Discussion avec les banques afin de reporter les échéances de crédit. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les gorgorlous. Bon, on espère évidemment que ce sera entendu parce qu'on est tous endettés auprès de ces banques-là. Situation du coronavirus toujours. Ça se complique à Dakar et Louga. Dakar et Louga sont des zones rouges. Effacer l'ardoise parce que le président Macky Sall, il bat campagne pour que l'ardoise de l'Afrique soit effacée. Mais il peut déjà commencer ici au pays À battre en campagne demandant pour- aux banques carrément d'effacer les ardoises. Ah et puis oui. comme ça, on redémarre à zéro. Mon cher Ali, je suis à 100% d'accord avec toi. On va même on est dans le former... Covid-19. oui, on est dans le Covid-19. Mais non, du tout. On va créer un hashtag pour ça. Je suis sûre que ça va faire le buzz Là, sur il y les aura réseaux un argument sociaux. de poids devant les partenaires bilatéraux du Sénégal. Oui. En disant, moi, j'ai déjà donné l'exemple chez moi, dans mon pays. Voilà, toutes les dettes domestiques ont été effacées. Allez, on poursuit la revue des titres de ce matin avec la une du quotidien du groupe Futur Média, c'est l'Observateur. Maintenant, avec la pandémie du Covid-19, les chiffres glaçants du coronavirus, des bébés de 2, 3 et 5 ans parmi les malades du Covid-19 et plus de 2951 personnes confinées, 1851 personnes, en tout cas 1851 cas suspects à Goudiri. Il faut absolument pas baisser les bras. Et puis cette polémique, la vérité sur le docteur Mira, le vaccin du BCG et les essais cliniques au Sénégal. D'ailleurs, hier sur ce plateau, nous en parlions avec le docteur Sarr qui est spécialiste en la matière, des révélations des spécialistes. Je rappelle que le docteur Sarr est le chef division recherche au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il était notre invité hier. Vox Populi sur la progression du coronavirus dans la capitale. Dakar cumule à 154 cas. C'est à la une de Vox Populi. 12 nouveaux cas dans la capitale hier, dont 6 à Yeumbeul, 6 au district nord, c'est-à-dire Grand Yoff, Padoua, Parcelles, Cambérène. Le Sénégal affiche un bilan de 314 cas positifs, 190 guéris, 121 sous traitement, 2 décès, 1 évacué après 28 cas. Louga réceptionne son centre de traitement Covid-19. Yeumbeul est à la une de 24 heures info. Pourquoi ? Parce que le virus marque le pas à ce niveau-là. Covid-19 dans la banlieue. La localité a enregistré hier 6 nouveaux cas et compte 13 malades désormais. La Tribune, la bataille pour maîtriser la propagation du Covid-19 se poursuit. Près de 3000 personnes confinées, justement, et c'est à la une du quotidien de ce groupe des médias. C'est ça, du groupe des médias. Allez, Sud Quotidien maintenant, sur l'État, les populations et les affaires, l'équité en question ce matin. Vous pouvez évidemment lire ce matin l'analyse de nos confrères de Sud Quotidien dans leur parution du jour. Et puis, pourquoi les dettes africaines reviennent toujours ? C'est un dossier que nous propose Kako Nubuko. Et c'est relayé dans les colonnes de Sud Quotidien de ce matin. Tout va mal. Cela concerne nos artistes et la crise du coronavirus. Un dossier qu'Enquête nous propose aujourd'hui. Mamadou Koné, manager de Ramdam, il dit qu'entre contrats annulés, billets d'avion déjà payés, les prestations par semaine, Walisek a perdu pas moins de 300 millions de francs CFA. Pour Pape Diouf, le report du Grand Béguet lui a fait perdre 50 millions et ce n'est pas tout. Eh bien, les pertes ne se comptent plus pour nos artistes. Réumi Quotidien sur le Covid-19 avec le professeur Didier Raoult qui donne la date de la disparition du virus. Intéressant à lire évidemment l'analyse du professeur Didier Raoult. Autre sujet à la une de Réumi Quotidien ce matin, cette décision de Donald Trump de suspendre la participation américaine. Philomène le rappelait et si on a le temps avant la fin de ce magazine, on pourrait également commenter cela. L'OMS atteint par le Covid-19 également avec ce retrait des États-Unis. Stade maintenant, les quotidiens sportifs à la une. Fadiga, magique bien avant Fadiga, les légendes de la tanière. Et ce matin, on nous propose Omar Gueye-Sen. Il est également à la une de Stade ce matin. Il s'agit d'Henri Cévé, l'intermittent du spectacle. 30 sélections, un but et 3 passes décisives. Record noirci sa première page de ce matin avec la photo de Kalidou Koulibaly et cette interrogation, s'éloigne-t-il du PSG? Prolongation de contrat pour Thiago Silva.
Cela pourrait peut-être faire en sorte que Koulibaly s'éloigne du PSG. Dans tous les cas, pour le moment, tout ça, c'est à l'arrêt. Peut-être après le coronavirus, on pourra revenir et spéculer là-dessus. On termine avec Sounoulam qui donne raison ce matin à Alioune Badara Kane. Ne vous laissez pas influencer par les commentaires d'Alioune Badara. Les techniciens qui votent pour Balagaï 2, Mamles, Baingan, Baining, tous sont pour Bala. Et puis Regreg est également à la une de ce quotidien ce matin. Regreg est formel. Madak Beretilamb. Tulamboudi. J'y arrive. Voilà. Il dit qu'il est le meilleur, tout simplement. Oui, c'est le meilleur lutteur. Hein. Quand on parle de lutte, il est fort aussi. Hein. C'est lui le meilleur. Voyez-vous, le débat revient. Il a un palmarès mais impressionnant en lutte simple. Et même en lutte avec frappe. Tu changes d'avis ? Non, je parle de Regreg. Regreg, c'est une autre catégorie quand même. Balagaï, il est au-dessus. D'accord, c'est les VIP. Chez les VIP, okay. Tout lutteur confondu, le meilleur, selon moi, reste Balagaï numéro 2. Maintenant, Regreg, il est sur le bon chemin. Allez, on va offrir les quotidiens de ce matin à notre invité, à lui. Merci beaucoup. Donc, je me protège en le protégeant. C'est ça, c'est très important. Voilà. Il est 8h26, si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 9h30. Place à la chronique du coach. On va faire un peu de gym tout en restant ici. Hein. On ne bouge pas, mais on découvre cela juste après ceci. Alors, coach Tandara, le beer squat, avant de voir les images, quelle est la différence avec le squat classique? Voilà, alors on le disait tout à l'heure, le squat classique, c'est ce squat-là que nous avons l'habitude de voir dans les salles de musculation. Et donc c'est un squat qui se passe dans la verticalité, il y a des flexions et vous développez les membres inférieurs. Alors là, vous avez à partir des fessiers, que ce soit le grand, le moyen fessier, vous avez les quadriceps, vous avez les solaires, vous avez également les jumeaux, les mollets, en tout cas toute une gamme de muscles. Et contrairement au beer squat, alors là, vous avez, ça se fait à l'horizontale. Autant dire que c'est donc une sorte de quadrupédie. Et là, en dehors de ces membres inférieurs, vous avez également d'autres membres, d'autres muscles que sont par exemple les lombaires, vous avez aussi les abdominaux. Alors ça se passe dans la quadripédie et donc de manière horizontale. Alors on va écouter le coach Ngom de manière exhaustive. Quelles explications? Bonjour chers téléspectateurs, bonjour le plateau de Kenkeliba. Comme tous les jeudis, cette capsule vous surprend avec la proposition de coach Tandara. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un mouvement que vous peut-être jamais entendu dans les salles. Il s'agit du squat, mais différent du squat que vous avez l'habitude de faire ni entendre. Aujourd'hui, c'est le squat Beer squat. Comment ça se fait? Quand on parle du squat, pratiquement, on pense au renforcement des jambes. Mais pour ce cas-ci, ce sont les bras qui interviennent le plus. Je sais que même Amadou, qui est sur le plateau de Kenkeliba, qui aime tant la musculation, ça se voit à travers son physique. Je sais qu'il n'a jamais entendu parler de ce mot-là. Et ce que vous allez voir tout de suite et les détails avec mon ami coach Tandara qui est sur le plateau. Get ready. 3, 2, 1, go.
C'était donc les démonstrations avec le coach Ngom, mais j'allais dire tout simplement qu'entre-temps, bon, Amadou, il a pris du gras, non, coach Tandara? C'est vrai, il faut qu'il surveille un peu son embonpoint, puisque là, tout de même, peut-être le confinement, mais je pense que ce n'est pas une raison d'en prendre un tout petit peu, parce que quand c'est un peu superflu, eh bien, ça peut faire des dégâts. Mais comme c'est aussi un sportif accompli, averti, je pense que tout ça, ça va se régler. Bon, droit de réponse, mon cher Amadou, tu peux... Non, mais déjà, salut au coach Ngom pour le clin d'œil. Et puis, on a parlé tout à l'heure de sacrifice. Hein. C'est mon sacrifice durant cette période de confinement-là. Alors, je suis resté plus de salle. J'ai fait quelques pompes, c'est vrai, mais bon, pas assez pour brûler du gras. Et voilà, on est à la maison, on ne fait plus de sport, on ne va plus en salle, on mange et on prend du gras. Bon, des exercices qu'on a vus tout à l'heure pourraient peut-être t'aider, des exercices qu'on a vus, coach, sans matos, mais on remarque quand même qu'il y a beaucoup d'intensité. Ah oui, beaucoup d'intensité. Ça, c'est ce qu'on appelle la réforme métabolique. Ça va très vite, puisque c'est vrai que ça va encore beaucoup plus vite que l'endurance locale, mais aussi la résistance locale. Alors, en plus, vous y gagnez beaucoup de choses, puisque vous y gagnez en tonicité, vous y gagnez également en équilibre, vous y gagnez dans la coordination avec tout cet amas musculaire, mais aussi vous y gagnez avec ce que les sportifs qui pratiquent les sports qu'on appelle généralement les verdicts sans appel. Alors ça, c'est quoi? C'est simplement l'explosivité. Alors je crois que les sports individuels en ont vraiment besoin, et surtout, et je disais tout à l'heure, eh bien, les sports qu'on appelle les verdicts sans appel. Dernière question, en ce moment de coronavirus, comment renforcer son système immunitaire chez les sportifs, par exemple? Alors, le système immunitaire, c'est vrai que nous ne sommes pas des médecins, encore moins des physiologistes, mais je pense que la première des choses à faire, c'est d'abord de se prémunir et donc de respecter les consignes des techniciens. Je veux parler des médecins, et donc là, véritablement, se battre contre le virus. Et donc là, il faut en tout cas se prémunir, mais aussi, il faut faire ce qu'on appelle de la prévention. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les globules blancs, vous avez également d'autres que sont les anticorps, alors, qui ont besoin en tout cas d'énergie. Alors vous savez, on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, mais je pense que chez les sportifs, le nerf de la guerre s'appelle l'énergie. Alors il faut beaucoup d'énergie, c'est pourquoi il faut véritablement en première ligne faire ce qu'on appelle une lutte énergique. Ça, vous savez, quand vous avez un adversaire qui est invisible, qui est ce coronavirus. Alors les entraîneurs, en général, ils vous disent la meilleure façon d'arrêter un attaquant très dangereux en football, c'est quoi? C'est de le prendre en anticipation. Alors, anticipation, il faut anticiper avec ce coronavirus. C'est vrai que même les sportifs les plus chevronnés ne sont pas épargnés. On a vu des exemples et des exemples, même si ces sportifs sont guéris. Je parlais tout à l'heure avec Amadou de Gobert, le basketteur français. Nous avons aussi son ami. Il s'agit bien sûr de Dimitri. Vous avez en Afrique du Sud le vice-champion olympique du monde. Il s'agit bien sûr de Cameroun. Lui aussi, il est guéri de cette pandémie. Alors les footballeurs, on peut prendre l'exemple de Blaise Matuidi, de Dybala, c'est l'Argentin, ils sont tous guéris, mais ce n'est pas, en tout cas, comme qui dirait, peut-être il ne faut toujours pas avoir confiance, il faut véritablement éviter au maximum et respecter ce que les médecins disent, puisque là, personne n'est épargné. Ce virus-là, véritablement, ça s'enfonce comme une date dans les défenses les plus hermétiques. Et donc, il faudra beaucoup faire attention. Moi, je suis en tout cas pour le respect de ce qu'on dit
en tout cas les techniciens. Merci, mon coach Tandara. J'allais dire que ce matin, tu es très inspiré. Le nerf de la guerre chez les sportifs, c'est L'énergie. C'est l'énergie. Voilà, ce n'est pas l'argent du tout. Avant de commenter un tout petit peu la chronique du coach de ce matin, on va retrouver Alioune Diop dans les studios de Radio Sénégal International pour le sujet de ce matin. Mon cher Alioune, si tu nous entends, rebonjour. Dans quelques minutes, après la rubrique invité, on va développer ton sujet. Mais de quoi nous parles-tu ce matin? Si tout est bon, on va retrouver Alioune Diop tout de suite. Il est 8h35. Rebonjour Alioune. Bonjour Sarah. Alors, au sujet de ce matin. Voilà, Sarah, aujourd'hui, nous allons rendre hommage à une dame qui nous a quittés et le 1er avril dernier, Ossange Silou Kifer. Nous lui rendons hommage puisqu'on l'a connue. On avait l'habitude de la croiser dans des festivals de cinéma au niveau du continent. Ce n'est personne d'autre que l'épouse de Guy-André Kifer, journaliste français de Radio France Internationale, enlevé à Abidjan, qui vient de nous quitter. Très bien, merci mon cher Alioune. On te retrouve tout à l'heure pour les détails. En attendant, eh bien, on va tout simplement passer à la rubrique invité. Ah oui, j'avais dit qu'on allait commenter un tout petit peu la chronique du coach de ce matin, Alioune, très rapidement. Comme l'a dit, je crois que la meilleure des défenses pour contrer les maladies, c'est véritablement le sport, la pratique sportive. Parce qu'au moins, vous renforcez quand même les défenses du corps. Et vous l'avez vu avec l'exemple de tous ces sportifs atteints par le virus et qui sont guéris aujourd'hui. Je crois que voilà, s'il y a une activité à faire, c'est véritablement le sport pour se prémunir du Covid-19. C'est bien que ce soit Alioune qui le dise, parce que généralement, les gens qui ont sa corpulence se disent « ça va, on n'a pas besoin de faire du sport, je suis bien ». Même si je remarque que de l'autre côté, il y a un petit bidon qui pousse là. Amadou, non? Voilà, ouais, je dirais pas le nom. N'importe quoi. Le gras, ça vite. Allez, 8h37, merci coach, tu restes sur le plateau avec nous. Place tout de suite à la rubrique invité. Journal, c'est plutôt la rubrique invitée avec sur le plateau ce matin le directeur général de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, Hamadi Dieng. Merci encore une fois d'être avec nous ce jeudi. Alioune. Alors pour contenter mes parents polars, je dirais Hamadi. Donc monsieur Hamadi Dieng, alors le nouveau directeur général de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Donc félicitations, je rappelle qu'il vient d'être promu récemment donc à la tête de cette agence-là qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme construction de bâtiments et d'édifices publics. Précédemment, vous étiez le directeur des constructions du ministère de l'Intérieur. Donc, monsieur Dieng, on peut le dire, vous êtes en terrain presque connu. Voilà, rien ne change, à part peut-être un peu le niveau. Là, vous franchissez un cap dans votre carrière. Merci beaucoup, monsieur Kane. Tout d'abord, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous remercie de cette invitation. Nous vous suivons tous les matins malgré l'heure très matinale de votre émission. Merci beaucoup. Et nous apprécions hautement les différentes rubriques qui la composent. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai, je pense qu'avant tout, je vais en profiter pour remercier le président de la République qui m'a fait confiance depuis 2012, en me confiant d'abord la direction des constructions du ministère de l'Intérieur et ensuite, depuis quelques semaines, la direction de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics. Alors, donc, comme c'est énoncé, on dit agence de construction des bâtiments, on n'a pas dit de tous les bâtiments. Alors, donc, ça signifie qu'on ne s'occupe pas de tous les bâtiments publics. Okay. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je rappelle tout simplement que l'agence a été créée en 2011, donc c'était avec le président Abdoulaye Wade. Bon, et fondamentalement, les missions restent les mêmes avec le président Macky Sall. Et ceci étant dit, nous travaillons en rapport avec les ministères et tous les démembrements de l'État qui ont des bâtiments à construire. C'est-à-dire que nous recevons, si vous voulez, nous sommes le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage délégué de ces ministères-là, qui ont un programme de construction et qui nous confient les constructions parce que techniquement, nous avons les outils qu'il faut pour pouvoir véritablement réaliser ces structures-là. Okay. Alors, donc, vous voyez, quelque part, nous sommes dépendants parce que même si nous avons la dimension technique et le décret, mais le nœud de la guerre, comme le disait l'autre, se trouve dans les mains des structures
qui sont les maîtres d'ouvrage. Mais c'est vous qui vous occupez quand même de l'exécution. Oui, justement, c'est ce que j'ai dit, l'exécution. Oui. Mais la condition, c'est qu'il faudrait qu'on nous confie. Qu'on nous confie les bâtiments, qu'on nous confie, parce que quand tu regarderas un peu, ce n'est pas une contradiction, moi je dirais que c'est une complémentarité. Tout à l'heure, tu as rappelé, en rappelant mes premières fonctions, j'étais directeur des constructions du ministère de l'Intérieur. Et ils construisent. Tu vas à l'enseignement supérieur, ils ont une direction de construction. Tu vas à l'éducation nationale, ils ont une direction de construction. Alors, ce qui fait la particularité de l'agence, c'est la technicité qu'elle a et par rapport aux grands ouvrages. Donc, certains ministères estiment qu'il serait mieux de confier ces structures à cette agence-là pour véritablement, avec une meilleure expertise, pouvoir réaliser ces bâtiments dans les meilleures conditions. Alors, donc, c'est pourquoi, quelque part, nous développons un partenariat très fécond et très fraternel avec ces différentes structures pour au mieux construire les meilleurs bâtiments pour notre administration. Alors, au-delà de la dimension technique de votre tâche, quand même, il y a cette gestion-là financière. Je pense que c'est à vous qu'on confie aussi le budget pour la construction de ces édifices et bâtiments publics-là. L'autonomie financière assurée à partir du moment où les crédits nous sont reversés dans notre compte de dépôt. À la condition, il faut que le partenaire maître d'ouvrage accepte. Voilà. C'est une négociation, si vous voulez. Parce que dans le décret qui crée l'agence, on ne dit pas que nous avons l'attribution de construire tous les bâtiments. Alors donc, c'est à la suite de relations, c'est à la suite de négociations, c'est à la suite d'un partenariat qu'il faudra créer. Et en tout cas, moi, c'est mon challenge, qu'on arrivera véritablement à pouvoir capter le plus grand nombre possible de chantiers en fonction aussi de nos capacités internes. Parce que c'est vrai, demain on nous donnerait tous les bâtiments publics, on ne pourra pas les réaliser parce que matériellement et humainement, nous n'avons pas encore la structure technique qu'il faut. Ok. Alors, je parlais tantôt en blaguant, en parlant de priorisation des priorités, parce qu'en fait, quand on fait un petit tour à l'intérieur, il y a quand même, il y a des urgences par rapport un peu à l'état de vétusté qu'affichent certains bâtiments et édifices publics. Aujourd'hui, quelles sont les priorités donc, de l'agence de construction des bâtiments et édifices publics entre les gouvernances à, je dirais pas à rafistoler, mais véritablement à réhabiliter, à construire? Il y en a même des capitales régionales qui n'en ont pas encore. Voilà. Quelles sont les priorités du moment? Oui, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, les priorités seront toujours déterminées par les maîtres d'ouvrage. Parce que quand on parle de la modernisation de l'administration... Dans un plan national de construction, de réhabilitation de notre parc de bâtiments publics. Je pense qu'à ce niveau, il y a plusieurs difficultés. Alors, les difficultés sont d'abord, vous savez, jusqu'à présent, nous avons occupé des bâtiments coloniaux qui ont plus mis en valeur des architectures. Et aujourd'hui, avec la société moderne, on parle de bâtiments intelligents. Donc, vous voyez, ce déplacement-là, il faut que les gens comprennent que c'est vrai, il faudrait qu'on reste un peu dans notre passé culturel, mais la modernité exige à ses exigences. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on est en train d'articuler un peu avec le ministère de la Culture qui réhabilite les bâtiments et, en respectant l'ancienne structure. Le patrimoine. Le patrimoine bâti, avec le patrimoine, la direction du patrimoine au niveau du ministère de la Culture, où il rénove, mais il garde l'essentiel. Alors maintenant, il y a la modernité avec les nouveaux bâtiments qu'on a conçus pour le ministère à Diamniadio, qui sont des bâtiments intelligents, qui ne peuvent plus revêtir un caractère qui pense à une antiquité ou bien à un passé récent. Alors je pense qu'il faut savoir articuler les deux. Alors j'ai eu une expérience intéressante qui m'a beaucoup intéressé quand j'étais au ministère de l'Intérieur. C'est avec le cabinet Koundoul qui nous a proposé un schéma de construction des gouvernances des préfectures et sous-préfectures. Alors c'est ce que vous trouvez aujourd'hui au niveau de certaines localités telles que la sous-préfecture de Ndam, à Touba, c'est-à-dire c'est un bâtiment en pilotis, donc qui aère et qui réfléchit véritablement à truc. Maintenant, c'est vrai, il y a eu de petites difficultés concernant l'utilisation des handicapés, c'est-à-dire la prise en charge du déplacement des handicapés, tout ça, mais c'était une chose qui était en train de régler. C'est un bâtiment beaucoup intéressé, mais vous voyez, au Sénégal, on a une difficulté. À chaque autorité qui vient a sa vision des choses, à son architecture, à son schéma. Bon, je pense que c'est ça qui fera que ce ne sera pas toujours facile d'avoir une uniformisation
des structures de la République. Okay. Donc, ce qui fait que, bon, on tente d'aller vers l'essentiel. Et je pense que l'essentiel, c'est d'avoir des bâtiments fonctionnels, d'avoir des bâtiments qui tiennent compte de la situation de chaque usager et que ces bâtiments-là puissent être véritablement faits avec des matériaux pour la plupart locaux, mais surtout très solides et respectant les règles des constructions. Et avec une certaine harmonie sur le plan architectural. Oui, quand même, sur le plan architectural, ça dépend des secteurs. Je pense que c'est par secteur qu'on peut, par exemple, on dit les gouvernances doivent avoir telle envergure. Les gouvernances, les préfectures, les sous-préfectures, les commissariats, telle envergure, les casernes des sapeurs-pompiers. Parce que souvent, ces structures-là, c'est des structures un peu techniques. Bon, alors, donc, ça, c'est possible. Maintenant, que le ministère des Finances dise que moi, mes structures à l'intérieur, telles que les services des domaines, bon, ça c'est un bâtiment qui n'est pas compliqué. Il peut prendre la forme qu'ils voudront. Donc on ne peut pas dire que tous les bâtiments, même s'il y a une tendance, effectivement, quand vous regardez un peu dans les régions, presque les services des domaines ont presque la même structure. Alors donc il y a cette tendance-là qui est en train de se réaliser. Bon, je pense que c'est la meilleure solution. C'est une solution, et si on peut le réaliser, c'est la meilleure solution. Maintenant, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, peut-être on va revenir dessus. Voilà, c'est une harmonisation. Voilà. Merci beaucoup. Coly, sur les bâtiments intelligents, il a abordé ce sujet-là. Je crois que c'est cela qui vous intéresse dans l'entretien d'aujourd'hui. On sait que le gouvernement sénégalais veut aujourd'hui que le Sénégal s'impose comme un hub technologique ici en Afrique. Et voilà, a beaucoup d'ambition par rapport à ces bâtiments intelligents-là. Est-ce une réalité que vous prenez en compte dans vos futures réalisations? Ah oui, je pense que pour le moment, on est obligé parce que tout simplement, vous prenez uniquement par exemple le cas des bâtiments de l'enseignement supérieur. Donc avec les zénos qu'on est en train de construire, avec les universités telles que de Thiès, de Ziguinchor, de Bambey, on est obligé. Parce que tout simplement, ça demande l'introduction de nouvelles technologies où aujourd'hui, avec la crise, vous vous rendez compte, l'enseignement à distance, les visioconférences, les visio-conseils des ministres, tout ça, ça a des exigences. Donc, de ce point de vue-là, on est obligé. C'est un passage obligé où déjà, je pense que nos architectes sont préparés à ça, nos bureaux de contrôle sont préparés à ça, et fondamentalement, il faudrait que ces bâtiments-là puissent être disponibles pour tout ce qu'on voudra faire en fonction de l'évolution de la technologie actuelle. Bon, j'avais une question également. Vous avez parlé de partenariat tout à l'heure. Il faut aller chercher ces partenariats-là. Il y a aussi une agence, l'Agence nationale du patrimoine bâti de l'État, à côté de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. À quel moment se fait le partage? Comment vous tranchez les choses? Oui, logiquement, quand on regarde les décrets qui créent les bâtiments, logiquement, le patrimoine bâti, comme son nom l'indique, il gère le patrimoine qui est déjà bâti. Okay. D'accord. Voilà, logiquement. Bon, maintenant... Mais là, ils sont dans la construction. À Diamniadio, quand même, beaucoup d'ouvrages ont vu le jour avec vous savez, c'est élastique, ces structures-là. Oui. Bon, quand on gère un bâtiment, on a des spécialistes. On a des spécialistes de bâtiment, on a des ingénieurs. Donc, on peut bien estimer qu'on a les possibilités techniques et les possibilités financières. Si en plus on a les possibilités financières, on peut bien construire. Mais ce qui reste constant, c'est que l'Agence des patrimoines bâtis gère le patrimoine bâti. Ouais. Alors que l'Agence des constructions construit les bâtiments publics. Alors, comme je le disais tantôt, c'est cette interférence ou bien cette complémentarité. Moi, je la nomme plutôt pas complémentarité, parce que tout simplement, l'agence de construction que nous avons au Sénégal n'a pas encore eu l'envergure qu'il devait avoir. Tu vas dans certains pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Rwanda, mais les agents de direction de construction, c'est presque des ministères. C'est eux qui gèrent l'intégralité de la construction des bâtiments publics. Et que chacun, il y a un cloisonnement, il y a une étanchéité entre les différentes structures. Chacun fait ce qu'il a à faire. Alors donc, d'ailleurs, quelque part, nous subissons un peu quelques difficultés par rapport à nos partenaires entreprises. Parce que tu vas à une entreprise qui va au ministère de l'Intérieur qui a un marché, qui va à l'éducation nationale qui a un marché, qui vient chez nous qui a un marché. Et finalement, l'assise financière n'est pas cela. Donc quand tu le payes, il met ici un peu, il met ici un peu, il met ici un peu. Et dès qu'il y a une difficulté, tout est à l'arrêt. C'est pourquoi vous constatez que dans les pays, il y a énormément de chantiers à l'arrêt, des chantiers non achevés, et ça pose beaucoup de problèmes. Donc, je pense qu'on va réfléchir sur un schéma, même s'il n'y a pas retour pour une direction unique de construction, mais au moins qu'il y ait une collaboration qui permet de savoir que cette entreprise a été défaillante, elle n'a pas les moyens, elle n'a pas pu réaliser tel projet. Donc, il faudrait que chacun sache ce que l'autre
ce que l'entreprise a comme projet ou bien comme difficulté pour qu'on ne lui donne pas Il faudrait peut-être centraliser les choses et même que s'il n'y a pas de centralisation, qu'il y ait une coordination. D'accord. Il y ait une coordination. Alors, vous avez parlé d'un aspect extrêmement important, c'est l'argent, c'est le nerf aussi de la guerre pour ce qui concerne le domaine de la construction. Oui, alors, est-ce que l'actuel code des marchés publics aussi vous permet d'aller vite dans l'exécution des travaux? Parce qu'il y a beaucoup de questions aussi de revoir un peu les textes de notre code des marchés publics parce que voilà, ça vous ralentit un peu aussi. Et le président d'ailleurs l'avait abordé. Oui, non, c'est très juste. Je pense que les procédures, dans certains cas, sont un peu difficiles, sont un peu longues. Maintenant, il y a des raccourcis. Si le projet en vaut la peine, si le projet est dans des urgences, il y a des raccourcis que le code permet. Moi, là où je suis un peu... je me suis toujours posé la question parce que c'est une notion qui est tellement élastique, c'est la notion de moins 10 ans. Moi, j'aurais bien voulu qu'on parle de mieux 10 ans. Pour la simple et bonne raison que quelquefois, j'ai rencontré beaucoup de situations pareilles. Tu fais un DAO, tu fais des quantitatifs avec des items bien définis. Alors, tu vas en entrepreneur, si les techniciens de la maison ne sont pas vigilants et que l'évaluation n'est pas bien faite, au lieu de mettre toutes les rubriques, ils sautent 2 ou 3 pour être moins 10 ans. Et au finish, si on n'a pas bien vérifié, on lui donne le marché. Et c'est au moment où il faut exécuter, on se rend compte que telle rubrique n'a pas été prise en compte. Alors, ce que ça fait appel à ça fait appel à un avenant qui n'était pas prévu dans le marché initial et tout devient problème. Alors donc, vous voyez, c'est des difficultés qui sont là. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait que les techniciens soient très vigilants s'ils ne sont pas bien sûr complices. Alors, que les choses se passent dans les règles de l'art et que nos entreprises aussi soient beaucoup plus sérieuses. Moi, je pense que cette difficulté, la préférence nationale, c'est mon choix, moi, personnellement. J'ai toujours travaillé avec les nationaux. Et là, au niveau de l'agence, j'ai trouvé que pour l'essentiel, ceux qui ont les marchés, les entreprises qui sont là, c'est des entreprises sénégalaises. Mais énormément de difficultés, énormément de problèmes, qui peuvent être appréciés doublement. Il y a la responsabilité de l'entreprise dans la plupart des cas, mais aussi il y a la responsabilité de la République, parce que, tu l'as dit, le nœud de la guerre, on a des budgets qui sont sur le papier, qui ne sont qu'en écriture, visibles qu'en écriture, et quand tu tournes la tête, on te dit que c'est parti à droite, c'est parti à gauche, et véritablement, tous les plannings et toutes les programmations, quelquefois, sont caduques. Okay. Merci beaucoup, monsieur Dien, Hamadi Dien. Donc, je rappelle le directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. Donc, avec lui, nous sommes revenus sur les urgences de son secteur, sur les priorités, mais aussi sur comment améliorer les choses pour que notre administration soit véritablement dans les meilleures conditions de travail, au grand, disons, bénéfice du public, des administrés. Merci beaucoup. Dans la deuxième partie, d'autres questions. Puisque le débat passionne également les internautes, il y a des questions pour vous dans la deuxième partie de ce magazine. Vous y répondrez. En attendant, restez avec nous. On va retrouver Alioune Diop maintenant dans les studios de Radio Sénégal International pour sa chronique de ce matin. On parle de télétravail, visioconférence et tout ça. Bon, on y est, le coronavirus nous oblige évidemment. Mais pour cela, il faut un cadre de travail aussi moderne. Et c'est ce qu'on attend de lui. En tout cas, ici, à Kinkeliba, on est déjà dedans. À la RTS aussi. Je pense qu'au niveau de la radio aussi, on fait beaucoup dans ça. On retrouve tout de suite Alioune Diop dans les studios de Radio Sénégal International. Je vous rappelle la fréquence, c'est 92.5. Mais en ce moment, vous ne pouvez pas l'écouter. Suivez-nous plutôt jusqu'à la fin. Alioune, tu nous rappelles le sujet de ce matin ? Comme annoncé tout à l'heure, Sarah, nous allons rendre hommage à une dame qui nous a quittés, qu'on a connue, Ossange Silou Kiffer, l'épouse de Guy-André Kiffer, journaliste français disparu à Abidjan. Lors de la crise justement politique qui a eu lieu en Terre Baoulé, on s'en souvient. Donc Ossange Silou Kiffer a quitté ce monde sans avoir de réponse. Elle avait l'habitude de dire qu'elle a des réponses, qu'elle a posé des réponses et qu'elle attend. Elle a posé des questions, pardon, et qu'elle attend des réponses. Elle attendait des réponses, mais malheureusement, elle nous a quittés. Elle n'aura pas ces réponses. C'est-à-dire, elle voulait à tout prix savoir, avant de quitter ce monde, et qui a enlevé son mari et qui a donné l'ordre d'enlever justement son mari. Je vous le disais, c'est une historienne d'art en parlant de cinéma. On a l'habitude de la croiser dans les festivals de cinéma au niveau du continent, aux journées cinématographiques de Carthage, au festival de Ouagadougou,
et même ici à Dakar où elle était en 2018. Donc, fondatrice et directrice de festival. Elle s'est donnée corps et âme justement pour le festival créole, mais aussi pour le festival des pays africains, le festival d'Afrique et de sa diaspora. La direction de la cinématographie lui a d'ailleurs rendu hommage en parlant du Sénégal qui vient de perdre une amie. Nous allons la retrouver justement dans une interview où elle parle justement de son mari inévitablement, mais parlait aussi d'autres sujets. On s'approche des gens, mais on n'arrive pas vraiment à avoir des preuves très concrètes. La seule personne, on sait, qui est vraiment impliquée dans l'enlèvement de Guy André, puisque c'est la personne qui lui a tendu le piège, c'est Michel Legré, chez qui on a retrouvé l'ordinateur portable de Guy André. On sait que c'est lui qui a déposé la voiture de Guy André à l'aéroport pour faire croire qu'il avait fugué avec une maîtresse. Donc ça, on en est sûr. On a eu un témoin qui a mis en cause de manière très formelle Jean-Tony Oulaye, qui était membre d'un commando. Proche de la présidence. Proche de la présidence, oui, bien sûr. Qui aurait été le chef du commando qui aurait enlevé Guy André. Après, qu'a fait Tony Oulaye de Guy André, c'est un peu moins précis. On sait qu'il a été conduit à la présidence, puisqu'on a plusieurs témoins qui corroborent ce fait, dont un témoin qui est vraiment très digne de foi, donc qui a vu Guy André, puisqu'il travaillait à la présidence, donc qui a vu Guy André à 19h le vendredi dans les sous-sols de la présidence, encadré par un dénommé Bailly, qui est le garde du corps de Madame Gbagbo, et d'un de ses lieutenants. Ça, ce sont des choses dont on est à peu près sûr. Après, qu'est-il advenu de Guy André? Est-ce que, comme dit Berthé Sédou, le témoin de France 3, que Jean-Tony Oulaye aurait conduit Guy André dans une de ses résidences, elle aurait fait exécuter, là, on n'a pas vraiment de preuve formelle de ça. On ne sait pas grand-chose. Pareil, des témoins disent qu'on a en tout cas 2 témoins, dont un qui est assez fiable, qui dit que c'est Madame Gbagbo qui aurait ordonné l'enlèvement de Guy André. Mais là, c'est pareil, on est dans le flou, on n'arrive pas du tout à avoir d'informations très précises sur ça non plus. Et c'est un dossier qui est très difficile, parce que c'est un dossier qui est très pollué depuis le début. Depuis le début, on a des gens qui viennent nous raconter des choses les plus comiques ou les plus atroces, avec des demandes diverses de visa, d'argent, de matériel. Mais depuis 4 ans, le dossier est très très pollué par toutes ces personnes qui nous sont envoyées et nous ne savons pas par qui. Voilà, merci beaucoup Alioune Diop d'être le témoin pour nous, en tout cas de nous rappeler l'histoire, il ne faut pas oublier. Et puis merci également de rendre hommage à cette grande dame du cinéma. Alioune, on termine la chronique rapidement et puis nous on va revenir sur le plateau et puis retrouver Philomène dans quelques minutes pour le journal. Voilà, donc Ossange Silou qui fait, rappelons-le, qui nous a quittés le 1er avril dernier. Elle vivait en France, comme dans les témoignages, l'a soutenu une de ses amies. Elle était très proche de Manu Dibango. Donc, elle sera bien accueillie au paradis par Manu Dibango. Voilà comment une de ses amies lui a rendu hommage encore une fois. Je dis que c'est elle-même qui me parlait de la mise en place de la communauté cinématographique africaine pour me dire que les journalistes peuvent même adhérer. C'était à Carthage. Donc, je me souviendrai toujours de ces propos. On avait l'habitude d'échanger, beaucoup échanger quand on se croisait pour parler justement de comment faire pour que le cinéma africain connaisse justement un certain rayonnement à travers le monde. Le cinéma africain doit être présent dans tous les grands festivals du monde puisqu'on en a les talents, les capacités aussi. Elle avait l'habitude de souligner cela.
Merci, voilà, mon donc cher c'est le Alioune, sujet merci. que nous avons tenu à proposer aujourd'hui bien. dans les archives pour rendre hommage justement à Ossange Silou Kifer qui nous a quittés, Sarah. Merci mon cher Alioune. Si accueil il y a au paradis, comme tu l'as dit, eh bien Manu Dibango l'accueillera là-bas probablement. Merci, merci. Évidemment Donc, c'était ça. Oui, oui, au revoir, mon cher Sarah, Alioune. Bonne journée. Bonne journée, bonne journée. Et puis un clin d'œil évidemment à tous nos collègues de Radio Sénégal International. Le coach Tandakha en fait partie également. D'ailleurs, aujourd'hui, le 16 avril, c'est la journée mondiale de la voix. La radio, c'est la voix également. Vous pourrez peut-être nous dire sur ce plateau la voix que vous préférez, celle du coach, Amadou, moi-même, Alioune Badara Kane, ou non, notre invité. C'est à vous de juger. Voilà, j'ai trouvé la bonne astuce. Non, c'est pas simple comme... Vous jugerez vous-même si vous préférez. Ah, merci beaucoup. Merci pour ce jugement. Merci, je suis la seule dame du plateau ce matin également. Je vous propose maintenant d'écouter une voix exceptionnelle. Chauffeur bunda balai joli japa tok ci dedi ñaan lu ñaan yàlla may ko déggal ki le dara may sa doom bige dara kumba bige soko jate la ngone chéri kay fon ma ya tenelo jalo jalo Ça, c'est un magnifique cover, un magnifique visage et une aussi belle voix le matin. Ça ne peut que faire du bien. Vous êtes d'accord avec moi, non, messieurs? C'est une belle reprise. Elle s'appelle Amira. Et la chanson, en tout cas la première version, l'original, c'est Pape Djibiba qui l'avait chanté. Le titre, c'est le coach Tandakha qui nous l'a filé. C'est Number One, c'est ça, coach? Tout à fait. L'ancien Number One. L'ancien Number One. Le groupe Number One. Ah, c'est une très très belle reprise. On espère avoir l'occasion de recevoir cette jeune fille sur ce plateau de la matinale pour pouvoir davantage savourer sa belle voix. Bienvenue, Philo. Tu chantes aussi bien? En tout cas, depuis avant-hier, date de la sortie de ce cover-là, vers 16h, je l'ai guetté. Et depuis, j'arrête pas de faire un replay pour écouter. Mais toi, tu chantes Je chante parce que je suis choriste. J'ai été choriste, j'ai été soliste dans la chorale. Donc, j'ai une belle voix, mais qui a quand même pris du temps.
qui est resté un peu longtemps sans pouvoir. Demain, c'est chanter. vendredi. Tu nous prépares un petit quelque chose. Bon. Ça va nous faire plaisir, J'espère que ça Philo. va On pas va faire vérifier fuir, tout ça. Non, on fera fuir personne. Allez, place au journal tout de suite. D'abord, les titres de cette édition, les volontaires du service civique dans la prévention du Covid-19 dans différentes communes de Dakar. L'OMS en point de presse également pour dénoncer la décision prise par le président Donald Trump liée à la contribution des États-Unis. On fait le point tout de suite avec Philomène Constantia-Diabouille. Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue à ce bulletin d'information de la matinale. Les volontaires du service civique national pour la sensibilisation contre le Covid-19 ont sillonné les communes de Kermassar, Yeumbeul, Rufisque et Diamniadio en partenariat avec le SNEIPS du ministère de la Santé. Ils ont effectué une campagne d'affichage dans toutes ces localités exposées à la transmission communautaire. Un reportage de Omar Diaw. Rond-point de Kermassar, l'ouvrage fonctionne un peu comme séparateur de trafic, mais aussi comme rassembleur de populations diverses. La commune, densément peuplée, a déjà enregistré ses premiers cas à la veille de la fête de l'indépendance. Depuis que nous avons enregistré nos 5 cas, ils sont venus vraiment nous apporter leur soutien sur la sensibilisation. Ceux qui sont venus sont les volontaires du service civique national et des agents du ministère de la Santé, dépendant du SNEIPS. Nous sommes en partenariat avec le ministère de la Jeunesse qui a mis à notre disposition le service civique national, mais également les CEDEPS régionaux pour effectivement se déployer sur le terrain. Il s'agit d'une stratégie qui consiste à conduire vers un changement de comportement nécessaire pour rompre la chaîne de transmission communautaire. C'est au niveau du SNEIPS que toutes les stratégies se font, les affiches que vous voyez, les spots télé audio que vous voyez, mais la descente sur le terrain avec des sensibilisations de proximité. La direction du SNEIPS assure la présidence de la commission communication et engagement communautaire au sein du comité national de gestion des épidémies. La première vague de volontaires a touché quelques 30 000 foyers dans la banlieue dakaroise. Le service civique national envisage une deuxième cohorte. Une cohorte de 100 volontaires à mettre à la disposition du ministère de la Santé et qui devrait être dédiée à l'appui à la santé communautaire. Communautaire, le mot est sur toutes les lèvres en ce moment. La lutte s'intensifie avec l'entrée en scène d'anonymes et d'acteurs connus. Plus sérieusement, dans cette sensibilisation qui n'est pas une comédie, les comédiens ont leur message. De Kermassar à Diamniadio, en passant par Rufisque et Yeumbeul, on se croirait dans une campagne d'affichage électoral. Ici, le candidat qui ne doit recueillir aucun bulletin, c'est bien le Covid-19. Ce sera alors la victoire de toute la communauté. Les commerces non essentiels de Yeumbeul fermés. C'est suite à l'annonce des mesures prises par le gouverneur de Dakar. Cette opération de déguerpissement a permis par la même occasion de désengorger la commune. Voyons comment la situation se présente avec Salusek. Yeumbeul sur la route des Niayes à hauteur du marché Ben Braka. Ici, le désordre est total et la distanciation sociale est loin d'être respectée. Ce sont des endroits où il est constaté quand même des regroupements de personnes malgré la mesure d'interdiction. Ces derniers jours, de nouvelles installations irrégulières sont notées aux abords du marché. À Kermassar, après la fermeture, les marchands ambulants s'étaient déplacés pour venir s'installer à Yeumbeul. Pour apporter une solution à cette situation, l'autorité administrative est montée au créneau. Ce matin, tous les commerces non essentiels sont fermés conformément aux recommandations du gouverneur de Dakar. Nous allons, dans un premier temps, fermer l'ensemble des commerces non essentiels. Donc, je veux dire, les produits de nécessité courante ne sont pas concernés. Donc, tous les autres commerces vont être fermés le temps de trouver une solution, n'est-ce pas, à cette pandémie. À cela s'ajoute une opération de déguerpissement. Objectif, éviter tout rassemblement pour endiguer la propagation du virus. Nous avons constaté que beaucoup de commerces jonchent les marchés, les rues, la voie publique.
et c'est des lieux de regroupement de personnes. Et donc, il y a des risques de propagation de la maladie. Pour sa pérennisation, les autorités misent d'abord sur la sensibilisation. Il y a toute une communication qui est passée à travers les réseaux sociaux, à travers beaucoup de médiums de communication pour leur faire comprendre que ce sont des mesures à respecter. Les jeunes des ASC, les délégués de quartier, donc tous les secteurs de la société vont être mis à contribution pour quand même qu'on essaie de reprendre et d'accentuer la sensibilisation. D'autres dispositions sont prises par la municipalité de Yeumbeul Nord. Des jeunes sont mobilisés pour le suivi des opérations de déguerpissement et de fermeture des commerces non essentiels. Qui l'eût cru, il y a quelques semaines, on s'interdit les poignées de main et les accolades. Le renoncement à ces actes ordinaires se double de la distanciation dite sociale. Le concept est sans doute compris dans le sens qu'on veut lui donner, mais il peut être entendu autrement. Pour lever l'équivoque, ne devrait-on pas adopter une distanciation spatiale ou préventive plutôt que sociale? Covid, une distanciation peut en cacher une autre? C'est une chronique signée Oumar Diaw. Au propre et pas au figuré, on avance masqué. Rien à craindre si on a les mains propres. Les gestes barrières et d'évitement sont devenus la consigne salvatrice dans une société de la proximité, parfois de la promiscuité et souvent de la débrouille. Les comportements qui étaient pour le moins dangereux ont muté pour emprunter à la virologie. Plus de rapprochement, fini les chaudes poignées de main et les embrassades de circonstances. Le Covid n'a pas fini d'installer son règne de la terreur qu'il impose de nouvelles manières d'interagir, d'être et de cesser d'exister. On se soumet à la nouvelle et nécessaire distanciation sociale, nouvelle parce que sous d'autres formes, elle s'était incrustée dans le corps social. Ils sont déjà nombreux à avoir pris de la distance kilométrique puis sociale avec leurs racines devenues un souvenir évanescent. Du reste, la hiérarchisation sociale elle-même trace des frontières et maintient des écarts sociaux. Tout le monde ne mange pas à la même table ni ne fréquente les mêmes adresses. Mais cette situation, fruit des évolutions sociétales, n'est pas l'astreinte à laquelle convie le Covid. Le travail, les loisirs, les rituels sacrés ou profanes, tout est bouleversé. Quant à la teranga, l'hospitalité, elle est de moins en moins offerte, pas parce qu'on n'a rien à offrir, mais par crainte ou phobie de se retrouver positif. Cela dit, la méfiance fondée est préférable à la défiance irresponsable. Distance égale sécurité, c'est un code de conduite automobile que l'on voudrait communautaire. Une bonne nouvelle pour les Matamois, 1200 tonnes sur un total de 1400 réceptionnées dans le cadre de l'aide alimentaire d'urgence. 32 000 ménages inscrits dans le registre national unique sont concernés. En attendant le recensement d'autres personnes impactées par le Covid-19, il s'agit là des premiers chargements. Point de presse du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé hier dans l'après-midi. Le docteur Tedros se soucie de l'impact de la décision de Trump de suspendre la contribution des États-Unis dans le budget de l'OMS, contribution qui s'élève à 22%. Les détails avec Ramatadem. Funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the world. Le président américain Donald Trump a annoncé ce mardi soir qu'il suspendait la contribution des États-Unis à l'OMS. Tout ceci à cause de sa mauvaise gestion de la pandémie, selon lui. Le président Trump accuse également l'OMS d'être trop proche de Pékin, la Chine qui, elle, contribue à hauteur de 40 millions de dollars, soit 10 fois moins que les États-Unis qui sont à 400 voire 500 millions de dollars de contribution, soit 250 milliards de francs CFA. Un manque à gagner, certes, pour l'agence onusienne qui se voit amputée de 22% de son budget. The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO, and we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization. Comme réponse, le docteur Tedros, en plus de s'excuser, remercie tous les pays qui ne cessent de soutenir les actions de l'Organisation mondiale de la santé
qui agit sur d'autres maladies en plus du Covid-19. Il s'agit des combats contre la poliomyélite, la rougeole, le paludisme, le virus Ebola, le VIH, la tuberculose, la malnutrition, le cancer, le diabète, la santé mentale et bien d'autres maladies. Et le directeur général, Dr Tedros, a rappelé que la mission et le mandat de l'Organisation mondiale de la santé consiste à travailler avec toutes les nations de manière égale, sans tenir compte de leur taille, de leur population et de leur économie. En attendant, l'OMS entend examiner l'impact sur son travail de tout retrait de financement américain et travaillera désormais avec ses partenaires pour combler tout déficit financier auquel l'OMS sera désormais confrontée. Et c'est tout pour ce bulletin d'information de la matinale de ce matin. Je vous retrouve demain, Inch'Allah. Il est 9h15, on n'a pas vraiment le temps de revenir sur l'actualité internationale encore avec cette décision de Donald Trump. Je sais que si je lance le débat, on va empiéter sur les minutes d'Amadou. On va garder le sujet pour demain parce qu'il est important qu'on parle de cette décision parce que ça pourrait nous impacter tous, je veux dire, le monde en général. Hein. Je ne commente pas plus, je laisse la pub. On garde le sujet pour demain, mais sur la page Facebook, vous pouvez déjà réagir à ce sujet. C'est promis, demain on reviendra sur le sujet. Dans un instant, la chronique de Amadou. Père Jox, ginaar gi moom ñaata yoon nga ko rendi. xanaa xamoon ne sa ginaaru ngénte man mii maa ko rendi. waaw Adja noo defee mayonnaise bi dafa neex. man mii maa ko jox secret bi. nenu ginaar la ci def batti ko ak diwlin bu sel pàccal ci tuuti limon. yaa ngi ko waaye maa saf loxo waay. ku bëgg ma dooleel ko Adja mayonnaise. li moo tax doom doo tekki lu sa bàyyi mayonnaise nga dogloo ko. Mayonnaise Adja, riche et savoureuse. Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes toujours en direct avec vous jusqu'à 9h30. Amadou, coach Tonara, Lune Badarakian, notre invité du jour, Amady Dian, où tu es encore compagnie pour quelques minutes. Ce matin, dans ta chronique, Amadou, on va parler d'un respirateur artificiel made in Sénégal. C'est cela. C'est ça. Pour faire plaisir à Alun Badara, puisque c'est un produit qui nous vient de Thiès. Alors, je pense que la complication, oui. Mais avant, on va regarder cette vidéo. Allons-y, allons-y. Très bien. jàngoro bii di coronavirus ñu ngi gën a law fii ci Sénégal jamono ji ñu ngi toll ci téeméeri cas ak lu teg. man de jaaxle naa feebar bii nga xam ne chaque jour ñu tudd ko ci rajo bi saa yoo yeewoo rek dégg ñu wax la cas bu bees feebar bi nga xamante ne benn la ñu waññoon ba léegi ñu ngi ci téeméer jaaxle naa. waaye foo nekkoon xanaa yëgoo information bi ñuy joxe ci rajo bi duma la may juróom lu tax ma di la may juróom ngay dem di foo ci mbedd mi lu tax ma di la ko jox yéen président Macky Sall ba mu leen di may vacances pour ngeen toog ci biir kër gi la yow nga nekk ci mbedd mi di foo te mbedd mi mën na koo indi. Ndeye Coumba bàyyil xale bi bàyyi leen xale yi ñu dem fooyi xale yi warul leen téye ci kër gi xale yi du ngeen leen téye nii da nga leen di stressé te stress baaxul ci nit kër gi nag iir naa ko aar naa ko waaw ñaan nañ fi ñaan yoo xam ne fi mu nekk nii sa dara du fi dal dara waa feebar bi ndaw la rek bu jàll day jàll rek dem yoonam dëkk bi moom ñaan nañ fi dëkk bi mag ñi aar nañ ko ba pare. papa yaay Samba papa li nga wax yépp dëgg la mais ñaan yi am na solo lool musulman yi ñu ngi ñaan chrétien yi ñu ngi ñaan waaye président Macky Sall dafa jël ay matuwaayam ministre de la santé tamit jël ay matuwaayam ba ci médecin yi nee nañ na ku nekk toog sa kër nga la waaye nañu toog suñu biir kër yi
soo déggee autorité yi ne ku nekk na nga toog sa kër parce que rassemblement bi la ñuy bañ te rassemblement boobu na mooy yombal wàllante bi amul mag amul xale bu kenn taayal à chaque fois dangaa war di utiliser li nga xam ne mooy gel antiseptique wala nga jël ndox ak saabu nga raxas sa loxo ba mu set sooy sëqat wala ngay tissooli dangaa war a utiliser li nga xam ne mooy mouchoir nga daagu ba ci poubelle bi la gën a jege nga sànni ko foofu wa ilaa boo amul mouchoir nga jël sa conco nga tissooli ci biir nañu moytu lii di joxante loxo yi te bu ñu demee ba yëg mandarga feebar yi suñu yaram nañu woote ci numéro vert bi 800 00 50 50 bu ñu dëppoowee ak mesures yi dinañ daan coronavirus si ni mu gën a gaawee. Et cette vidéo a été réalisée par des élèves, c'est ça, Amadou? Mon coach digital, Aliou Bayo. Et d'ailleurs, ça me fait une bonne transition parce que la complication majeure du Covid-19, c'est le syndrome de détresse respiratoire. Et avec cette pandémie-là, le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de respirateurs artificiels, qu'on soit un pays développé ou pas, qu'on n'en avait pas assez du tout. Et c'est avec cette problématique-là, que des enseignants-chercheurs de l'Université de Thiès, mais aussi de l'École polytechnique de Thiès toujours, ont essayé de résoudre en mettant en place un respirateur artificiel que vous allez voir sur ces images-là. Alors ces enseignants-là, il s'agit du docteur Ibrahima Gueye, Ahmed Mohamed Ouad, Ousmane Seydi et de Mamadou Lamine Gueye. Ils ont mis en place au niveau de leur Fab Lab un prototype. Alors là, on le rappelle, le respirateur artificiel va permettre d'assurer les fonctions des poumons en assurant le transport de l'oxygène dans le sang. On a deux procédés. On utilise parfois un laryngoscope, comme vous avez vu tout à l'heure, qui est glissé dans la trachée, ou plutôt un masque qui est placé sur le nez voilà, et la bouche. Voilà. Alors, il y a deux unités qui sont utilisées, l'unité de diffusion respiratoire et une interface graphique. Alors ça, c'est en gros comment fonctionne ce système-là, ce système de respirateur artificiel. Et là, vous avez le prototype qui a été réalisé par les 4 enseignants-chercheurs. Il faut quand même souligner que les fonds leur sont venus du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. C'est quand même quelque chose de très, très bien de voir que ce ministère-là accompagne les enseignants-chercheurs. Et actuellement, ils sont à la phase de test. Ils sont à la phase de test. Les tests techniques ont été réalisés. Il faut aussi que le ministère de la Santé, que les autorités sanitaires donnent leur bénédiction, valident cela parce qu'il faudra le tester et ensuite on pourra peut-être passer à une production. C'est ça, parce que dans les cas des complications graves, tu l'as rappelé tout à l'heure, il faut un respirateur artificiel pour aider le malade à pouvoir continuer à respirer. Mais qu'est-ce qu'un Fab Lab? Tu en as parlé tout à l'heure, c'est quoi exactement? Alors, un Fab Lab, c'est un concept très intéressant, c'est un laboratoire de fabrication. C'est un laboratoire où tout le monde peut adhérer. Ce n'est pas seulement pour les enseignants et les étudiants, mais c'est aussi pour le public. Vous pouvez venir si vous avez des idées de création, travailler avec des initiés, avec voilà, des passionnés dans un projet. Que faut-il alors pour une production en masse Alors déjà, je l'ai dit tout à l'heure, il faut déjà que ce produit-là soit validé par le ministère de la Santé, mais il faut aussi que qu'on industrialise plutôt bien le système. Un Fab Lab, on l'a dit, c'est juste pour faire un prototype. Maintenant, si on veut une production en masse, il faut que tout cela soit industrialisé. Et je pense que ces enseignants-chercheurs ont mis sur la table des autorités l'expression de leurs besoins pour pouvoir produire en masse. Eux, ils estiment que s'ils ont tout ce dont ils ont besoin, ils peuvent produire jusqu'à 10 appareils comme ça, plus d'une dizaine par jour. Très bien. Voilà. Le prix, ça devrait tourner autour de... Alors, le prix apparemment pourrait baisser jusqu'à 40 000. Je dis baisser parce qu'un respirateur artificiel peut coûter entre 2,5 à 11 millions. Alors, si ça coûte 40 000 francs, je pense que c'est un coût que peut jouer le Sénégal pour même se placer comme voilà, un exportateur de cette technologie-là. Oui, d'autant que c'est un appareil qui manque un peu partout dans le monde. Tu l'as d'ailleurs dit tout à l'heure dans ton introduction. Commentaires, messieurs, et très rapidement sur cette première partie, coach Tandara. Oui, c'est vrai, c'est pareil, bienvenue à cette période véritablement qui, en tout cas, bouleverse le monde. Cette période anxiogène. Et donc, je pense que, comme on a l'habitude de dire, c'est aussi un acte thérapeutique. Tout acte thérapeutique, qu'on a l'habitude de dire, est une bataille qui coûte cher, très cher même, à celui qui la gagne.
cette bataille-là. Alors, il n'y a qu'à voir en Europe où véritablement on est complètement débordé, puisque simplement on n'était pas prêt pour ça. Alors donc cet appareil est le bienvenu. Je crois que le Sénégal, on dit Machallah. Bravo, félicitations à nos ingénieurs qui nous viennent de Thiès. Voilà. L'incontournable. Donc félicitations à l'université de Thiès, à ses experts thiessois. Bon, voilà. D'accord, très bien. Je n'en dirai pas plus. Amady Dieng. Oui, d'abord commencer à féliciter le ministère de la Santé qui a imposé une dynamique. Bon, et chanter les scientifiques du Sénégal. Oui. Je pense que ça rappelle tout simplement l'option essentielle que notre école doit se structurer autour des sciences et des techniques. Parce que l'avenir, c'est cela. L'avenir, c'est cela. Il faut mettre les moyens, il faut encadrer les étudiants, il faut leur donner de bonnes bourses, il faut les amener dans les meilleures écoles du monde, parce qu'il s'est avéré que les Sénégalais sont intelligents et qui peuvent aller dans les hauteurs les plus élevées possibles. Et aujourd'hui, nous sommes très honorés de constater que nos médecins, nos docteurs, nos techniciens de laboratoire, nos infirmières même sont à la hauteur et sont en train de remplir une mission essentielle par rapport à un étranger qui n'a jamais été invité chez nous. On va saluer évidemment tout le personnel médical. D'ailleurs, je vous rappelle que le point de presse, c'est toujours à 10h et en direct sur la RTS, sur le Covid. Qu'est-ce qu'un hashtag? Tu nous expliques cela très rapidement en quelques minutes. On regarde la vidéo tout de suite. On regarde déjà la vidéo. Très bien. Hello à toute l'équipe de Kenkeliba, j'espère que vous vous portez tous très bien. Alors je reviens cette semaine avec cette nouvelle vidéo pour vous parler cette fois-ci des hashtags et de leur utilité. Par définition, un hashtag peut être considéré comme un mot-clé que vous pouvez utiliser lors de vos publications ou de vos recherches sur les réseaux sociaux, mais qui a un style d'écriture un peu particulier puisqu'il est toujours précédé du symbole dièse. Si vous allez sur Twitter, Instagram, Pinterest ou encore Facebook, dès que vous mettez un dièse devant un mot, vous verrez qu'il se transforme automatiquement en lien. À partir de ce moment, ce mot devient ce que l'on appelle un hashtag. Ils sont nés sur Twitter en 2007 sur une publication de Chris Messina qui en faisait une proposition et depuis lors, tous les autres réseaux l'ont progressivement adopté. Aujourd'hui, les hashtags sont utilisés le plus souvent pour créer des sujets tendances et sont présents dans la plupart des publications. Du point de vue de celui qui veut poster quelque chose sur les réseaux sociaux, intégrer un hashtag dans votre publication vous permet de la rendre spécifique. C'est un peu comme si vous créez une catégorie pour votre publication et de ce fait, vous indiquez aux algorithmes de la plateforme que ce que vous êtes en train de publier porte sur tel sujet, ce qui vous permet par la suite d'établir votre portée par rapport à un public ou un groupe bien précis. Du point de vue de l'utilisateur lambda, un hashtag lui permet d'aller directement vers ce qui l'intéresse. Comme vous le savez tous, les réseaux sociaux sont inondés de publications qui peuvent porter sur différentes thématiques. Et parfois même celles que vous voyez en premier peuvent ne pas forcément vous intéresser. Cliquer sur un hashtag vous permettra en quelque sorte de filtrer ces publications pour ne voir que celles qui portent sur des sujets qui vous intéressent, ce qui est quand même très pratique. Voilà, ce sont ces explications que je voulais vous apporter à propos des hashtags et j'espère que j'ai été assez clair. Je crois que c'est clair et on va d'ailleurs créer un hashtag avec le dièse. Annuler nos prêts bancaires ou nos dettes bancaires, comme a dit Alioune Badara. Tu souscris? Attendez, je démarre la pétition. Voilà, commence. Vous pouvez commencer, moi je... Amadou, on termine rapidement pétition, parce qu'il nous reste 3 minutes. Alors, juste peut-être rappeler ce hashtag-là, Kébétou, qui a pris de l'ampleur depuis le temps, depuis 2010, je pense, qui est un hashtag typiquement sénégalais, qui rassemble un peu tout ce qui est centre d'intérêt, journalisme ou actualité, etc., blog. C'est un hashtag que je vous conseille d'aller voir. Vous allez y voir du contenu très, très intéressant. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Amadou. Et notre hashtag, tu souscris également ou pas? Bien entendu. Merci. Voilà, c'est bien lancé. 2 minutes avant la fin de ce magazine. On va poser peut-être la question de Samba Guissé, notre ami internaute. Ce sera la dernière question, évidemment, de cet entretien. Alors, il aimerait savoir, est-ce qu'il est possible de rendre davantage les bâtiments intelligents en y intégrant un système d'alerte de certaines maladies, comme le corona, dit-il, et aussi une autonomisation pour la salubrité publique, le saupoudrage automatique, des réalités comme ça. Est-ce que c'est possible de les intégrer? Oui, d'abord rapidement, je tenais quand même à remercier mon ministre tutelle qui m'a très bien accueilli, en l'occurrence Abdou Karim Fofana, et de remercier tous les agents de l'agence qui m'ont véritablement accueilli et pour lesquels j'ai constaté la mobilisation pour un renouveau dans cette agence. C'est vrai, les bâtiments intelligents, il faut aller dans tous les sens parce qu'il faut s'adapter aux réalités.
Aujourd'hui, notre réalité, elle n'est pas seulement sénégalaise, mais elle est mondiale, c'est le corona. C'est ça. Et de ce point de vue-là, je pense que les habitudes déjà que nous avons maintenant doivent continuer. C'est à mon avis, en dehors peut-être de la distanciation, mais la propreté des mains, la propreté des comportements, certaines attitudes à la limite inadmissibles en ce qui concerne la propreté, je pense que ça doit être essentiel. On avait déjà commencé chez nous à instaurer le premier mois de le premier week-end de chaque mois, de faire de la propriété. Maintenant, dans nos maisons, dans nos corps, dans nos outils que nous utilisons, nous devons venir vers là. Et maintenant, les autres instruments qu'on peut mettre dans les édifices vont être étudiés parce que toute installation nouvelle doit être étudiée pour voir dans quelle mesure déjà, même si ce n'est pas une action pratique, mais une alerte. Dès que tu rentres dans un bâtiment, on t'alerte que tu dois avoir un certain nombre de comportements, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes à la tête de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics. Votre objectif Mon objectif, Inch'Allah, c'est d'abord de montrer aux Sénégalais que cette agence, depuis 2011, a réalisé plus de 71 structures avec un montant de plus de 64 milliards. Donc ça signifie que ce n'est pas une petite agence, c'est une agence qui a déjà fait un travail performant. Maintenant, dans toute œuvre humaine, il y a des insuffisances, il y a des manquements. Je pense que nous sommes disposés à relever ces manquements, à apporter des solutions, et particulièrement en direction de nos partenaires, toute notre disponibilité dans cette collaboration qui doit être une collaboration inclusive, qui doit être une collaboration franche où il faut mutualiser les compétences. Merci. En tout cas, nos techniciens sont là et nous allons étoffer cette structure-là. Et tout à l'heure, une question importante a été posée. Nous travaillons à mettre en place un bureau d'études pour être un peu autonome et une structure d'architecture pour un peu regarder ce que nos architectes font pour nous, pour que dans le parcours de nos réalisations, qu'on ne puisse pas avoir de difficultés. Merci Donc voilà, tout est mis en place et je pense qu'avec l'équipe technique que j'ai trouvée, nous ferons un bon travail pour que le président de la République sache que nous méritions cette confiance qu'il a portée sur nous. C'est ce que nous vous souhaitons, évidemment. Merci d'être passé sur ce plateau amadidien. Coach, merci. Amadou, merci également. Merci à Lune Badaraka. Le 16 avril, c'est également la journée mondiale des secrétaires. Elles sont nombreuses ici à la RTS. On pense à elles et on leur souhaite bien de choses. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Jalo, jalo. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord.